Allô. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 27 août 2014. Je vais me laisser OK au niveau du son et de l'image. On va commencer tout de suite. Merci Alex d'avoir confirmé que c'était OK au niveau du son et de l'image. Je me connecte au Mumble. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce retard et j'enchaîne. Alors je suis vendeur de DAX, on a une belle impulsion baissière sur les marchés actions. Bon, le dos je suis déjà exposé et je veux plus m'y mettre puisque voilà, c'était pas, j'ai eu de mauvais résultats ces derniers temps. Par contre on a une belle impulsion sur le DAX, donc je suis, et voilà, pour le moment ça se passe plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc on a cassé les précédents plus bas, donc on est sorti de la zone qu'on a pas mal distribuée. Donc voilà, bah, je vends et une fois que le mouvement ralentit, je prends mon bénéfice éventuellement. Alors, cette émission est une libre antenne dédiée au trading. Vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission ou le chat audio. Mumble, M-U-M-B-L-E, vous avez le lien en bleu ciel en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Alors, aucun conseil d'investissement n'est produit dans le cadre de cette émission. Il ne s'agit que d'avis et de prise de position partagée à titre indicatif. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission, cela incombe de votre responsabilité. Il faut une licence en France pour donner des conseils, la licence de CIF que je n'ai pas, donc je ne me permettrai pas de donner quelques conseils que ce soit. De toute façon, ce n'est pas le but de cette émission. Vous pouvez suivre les résultats du compte à tout moment quand sur le lien Mes résultats, vous avez mon compte personnel ou le compte mutualisé. Au-dessus du cas de diffusion, mon compte personnel il s'élève actuellement à 1200 et quelques euros, et le compte mutualisé à 92 451 euros. Voilà, vous avez toutes les 5 minutes mis à jour, les prises de position en cours, l'historique, etc. Alors si vous avez des prises de position, etc., bah pareil, vous pouvez les partager, en discuter sur le chat écrit, ce sera intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, pas grand-chose. Il n'y a pas de grosses nouvelles ce jour, donc c'est pas une journée qui est particulièrement chargée a priori. On n'a pas de gros mouvements pour le moment. Je passe un petit coucou à Fabien, j'espère que tu vas bien, bonne continuation. Je retourne au boulot, à bientôt j'espère, disait Duck, ok, bonne journée à toi. Alors ça remonte pour le moment du côté du DAX. Je maintiens mon biais vendeur, étant donné que l'impulsion est toute fraîche. Et si je vois qu'elle s'essouffle et que bah finalement c'était qu'un feu de paille et une fausse cassure, eh bien j'en prendrai acte. Alors j'avais fait des trades ce jour, notamment sur l'euro-yen et sur l'euro-dollar. Ça s'est bien passé, 2 petits gains enregistrés, comme hier, des petites positions. Donc sur l'euro-yen, c'était, voilà, là on avait une dynamique baissière, une certaine pression, correction. Donc là dans l'ensemble on voit qu'on est quand même dans des zones qui ont... Voilà, il n'y a pas de grosse accélération, on n'est pas sur des journées majeures. Si on regarde
En journalier Eurodol, bon, ben, on a un tout petit corps et des ondes de part et d'autre, donc pas de vrai mouvement. On va basculer en M5 ensuite. Euro-Yen, on regarde une journée baissière, un petit corps, donc petite tendance baissière sur la journée. Du côté du dollar-yen, on a une journée baissière, il n'y a rien de fou, mais c'est une journée baissière. Du côté du câble, GBP-USD ici, on a une journée de hausse légère avec une ombre au-dessus, pas grand chose d'autre à indiquer. Ici sur le DAX, on a donc une dynamique de fond haussière. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'impulsion baissière et la cassure de cette zone de support. Mais qui pour le moment n'est pas... voilà, le support n'est pas... n'amène pas de signal fort et de reprise en main du marché par les vendeurs. Donc à suivre. C'est les vacances encore, disait Monday Trader. Tout est rentré dans l'ordre, ça y est. On a réglé le problème avec Fab, disait Charles. À quel sujet, Charles? Historique à partir du 1er juillet, disait Alex. Bien vu, Fab. Alors, par rapport à quoi tu me disais bien vu? Par rapport aux positions de ce jour. Alors voilà, le compte d'Alex. Donc là, ouais, par contre, tu n'indiques que les derniers jours. Alors, si on prend l'ensemble du suivi, voilà, on a moins 4,33%. Donc toujours ta position acheteuse sur USD HKD, est-ce qu'il y avait des trades qui avaient été passés aujourd'hui? On est le 26, non, pas de trade qui a été passé, 27 même, putain ça passe. Pas de trade qui a été passé aujourd'hui. Donc si tu as des trades, n'hésite pas à nous l'indiquer, on regardera ça. Tes gains aujourd'hui, ok Alex. On va aller voir. J'attends un rebond US, disait Alex. Les nouvelles qu'on attendait ce jour, comme j'ai dit, il n'y avait pas de nouvelles majeures, mais des nouvelles d'importance moyenne. Donc ils sont tombés, le climat du consommateur allemand mauvais, à 8,6. Voilà. Sinon il y avait une nouvelle par rapport à l'économie américaine qu'on attend à 16h30. Les inventaires du pétrole, on suivra ça. Si on regarde les marchés actions, donc notamment le Dow Jones, on a une petite journée de baisse pour le moment, mais très faible comparée à la hausse continue qu'on a eue ces derniers jours. Donc on verra ce qu'il en est. Moi j'ai toujours ma position vendeuse, donc on verra comment ça évolue. Autrement, bah, j'ai ma vente là, court terme sur DAX, avec cette tentative de cassure du support. On va voir où ça nous mène. Charles qui dit Alex, pourquoi tes résultats ne sont pas les mêmes qu'hier? En fait, c'est simplement qu'il il affiche. En fait, sur MyFixBook, tu peux choisir d'afficher ton historique qu'à partir d'une certaine date, mais après, bah, c'est à l'utilisateur qui regarde le suivi d'afficher entièrement l'historique en cliquant sur Analyser et tout. Charles, donc il n'y a pas de falsification ou quoi que ce soit, hein, simplement qu'Alex a affiché ses résultats sur une période donnée. Après, tu peux afficher entièrement ses résultats. Alors, on surveille ici les vendeurs de DAX qui mettent un peu de pression. Donc, bah, tant mieux pourvu que ça dure. On va voir où ça nous mène. On est sous les plus bas, mais les vendeurs ont du mal à s'imposer pour le moment. Ça va dévisser ou quoi, disait Monday Trader. On verra bien. Pour le moment, ça lâche pas. Hein. On reste dans la zone, en bas de la zone qu'on avait travaillé depuis hier soir, mais dans la même zone.
Clem qui a rencontré des soucis avec des mecs sur le chat, c'est incroyable, mais bon bref. On va aller écouter la chronique d'investir.ch. On écoute régulièrement ici. Pour faire le point sur le contexte actuel, ce qu'il y a à surveiller. On écoute... Oh merde, la chronique boursière de ce 27 août 2014. Tant que ça charge. Ça stagne hein, du côté du DAX, donc pas de signal clair. Certes des vendeurs qui essayent de mettre de la pression, mais sans grand succès pour le moment. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière du 27 août 2014. Heureusement que le S&P 500 est parvenu à clôturer sa séance à 2000 piles, sinon je ne sais pas de quoi nous pourrions bien parler ce matin. Bon d'accord, j'exagère un peu, mais il faut dire que le fait que l'indice américain parvienne à atteindre ce niveau arrange bien les journalistes et autres chroniqueurs. Ça fait au moins un sujet à aborder qui nous change un peu de l'histoire Burger King et Tim Hortons que l'on nous sert depuis 3 jours. Donc aux USA, la nouvelle du jour, c'est le S&P 500 qui terminait au-dessus des 2000 points. Vers la fin de la journée, alors que l'indice se dégonflait en attendant l'heure de l'apéro, on a bien cru que l'on n'y arriverait pas. Et pourtant, comme toujours dans les films américains, c'est un happy ending qui était programmé. On y est, le S&P 500 a changé de millier et l'économie américaine est à son top. Hier, les chiffres de la confiance du consommateur étaient nettement meilleurs que les attentes. On attendait 88,5 et le chiffre officiel a été annoncé à 92,4. Nous pouvons donc facilement en déduire que quelque part aux USA, un Américain a acheté un frigo et que comme il lui fallait un truc pour le ramener à la maison, il s'est offert un pick-up Dodge Ram V8 de 500 chevaux pour ramener le dit frigo. C'est ce genre de choses qui fait bouger la confiance du consommateur américain à la hausse. God bless America. En plus, les durable goods étaient moyens mais encourageants selon les dires d'un expert et je suppose que comme nous sommes en mood verre à moitié plein, il faut voir ça comme une bonne nouvelle. En tous les cas, ceci permettait au marché US de terminer à 2000 sur le S&P 500, le reste n'est qu'anecdotique. Dans 950 ans, quand on reparlera de cette journée en particulier, on ne retiendra que le fait que nous sommes passés par-dessus une barrière psychologico-numérique importante. Par le fait que Best Buy ait publié des prévisions toutes pourries et qu'il soit fait démonter de 7%, ni du fait que Burger King quitte les USA pour des raisons fiscales, ni que Kite Pharma prenait 17% parce que un de leurs médicaments fonctionne bien contre le cancer. En Europe, on montait encore, mais pas pour les mêmes raisons. Non, en Europe, on bénéficiait encore de l'effet Draghi. Le dieu de la finance européen continue de faire son effet placebo et cet effet semble durer plus de 24 heures. On reprenait donc les mêmes et on recommençait, les bancaires étaient en hausse encore et on commençait à articuler des chiffres sur le plan fictif et hypothétique de Draghi. Sur le plan fictif et hypothétique de Draghi, donc le QI. En gros, on parle d'un QI qui devrait arriver avant la fin de l'année avec une limite de crédit de 300 milliards d'euros, ce qui devrait suffire amplement pour acheter 2-3 cadeaux de Noël. Normalement, comme tout est réglé comme du papier à musique, il est probable que le QI Draghi arrive au moment où le QI Bernanke se termine aux USA. Ça serait comme à la télé dans les grands films d'amour. Côté géopolitique, on dirait presque que les conflits mondiaux se sont arrêtés en attendant de voir ce que Draghi va faire et si le S&P 500 passe bien les 2000 points. Mais en fait, non, ça continue comme avant, sauf que les médias financiers n'en parlent plus. Côté politique, tout court, la France continue de se ridiculiser avec son gouvernement made in Ikea, bricolé à la va-vite, où il y a des pièces en trop à la fin. Hollande a donc annoncé sa nouvelle bande d'humoristes qui, cette fois, c'est sûr, vont tout changer économiquement. La chose qu'il faut tout de même noter, c'est que le nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est un ex-banquier d'affaires de chez Rothschild, tout à fait un type de gauche, qui a piloté le rachat de la filiale nutrition de Pfizer par Nestlé, un deal de 9 milliards d'euros en 2012, ce qui a permis à ce monsieur de devenir millionnaire, bien loin des discours de François Hollande qui disait que la finance était son ennemi. S'il restait la moindre crédibilité au clown de l'Élysée, je crois que cette fois c'est réglé. Bref, là aussi, le marché se fiche totalement de la constitution de ce nouveau gouvernement. Et pendant ce temps-là, les analystes du Crédit Suisse s'inquiètent pour l'Europe et son recovery économique. Ils ont de la peine à voir ce qui pourrait permettre à l'Europe de récupérer. À moins qu'un événement extérieur, par exemple les extraterrestres qui prennent le pouvoir à Bruxelles et qui injectent des capitaux dans l'économie, ou alors Draghi qui nous fait un QI pour de vrai cette fois. Quoique Draghi ne peut pas être considéré comme un événement extérieur. L'Europe pourrait donc aussi devenir une province chinoise.
Bref, en résumé, le marché monte sur des vapeurs d'essence et de QI, mais l'économie n'a pas l'air de suivre selon les analystes du Crédit Suisse. Mais c'est probablement sans compter la constitution d'un nouveau gouvernement en France qui va probablement changer radicalement la donne économique en Europe et tirer le continent entier à la hausse. Pour le reste, l'or est aussi passionnant que de lire le rouge et le noir à l'envers et écrit en cyrillique. Il vaut 1284 $. Et les chiffres à payer du pétrole qui montraient une baisse des inventaires n'a absolument pas fait bouger le baril qui semble avoir les deux pieds figés dans le béton, l'empêchant de remonter et de faire quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Ce matin, le baril est à 93,86. L'Asie, ce matin, ne fait strictement rien. Le Japon et la Chine se neutralisent mutuellement et Hong Kong ne bouge pas. Pour les nouvelles du jour, Smith & Wesson se sont tiré une balle dans le pied hier soir. Le fabricant du Magnum 357 de l'inspecteur Harry a annoncé que le reste de l'année ne sera pas terrible. Le titre s'est pris plus de 10% dans les dents après clôture. La firme de venture capital Kleiner Perkins Caufield Byers a investi 20 millions de $. Alors, ça bouge sur les marchés, je sais pas pourquoi, mais ça bouge. On a eu un décalage fort d'un seul coup sur l'eurodoll. J'étais vendeur à ce moment parce que j'avais pris une petite position à la vente, une petite, mais on a eu un gros mouvement. Et du coup, j'ai fermé pour passer à l'achat sur l'eurodoll avec cette impulsion haussière. On va voir si c'est suivi. Autrement, j'ai toujours mes ventes sur le DAX et ça presse à la vente sur le DAX, donc on va voir ce qu'il en est. Voilà, je suis attentif, c'est nerveux, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, il faut être sur ses gardes. Et je le suis. À suivre donc. D'ailleurs, j'étais pas assez près, mais bon, c'est pas très grave. Alors attends, je vais me concentrer sur mon DAX qui marque un plus bas là. L'impulsion est pas mal. On a déjà un profil sympathique. On va voir. Pour l'instant, j'ai Square sur mon DAX. Ouais, ça presse. C'est pas mal tout ça. Ouais, c'est nerveux. Hein. Vous voyez comment ça retrace et tout. C'est nerveux, on va voir. Les acheteurs veulent pas laisser passer les vendeurs pour le moment. Voilà, ça s'énerve un peu. Tac, prise de bénéf sur mon DAX. Voilà, c'est fait. Ça c'est bien. Donc pour le moment en dehors du marché, on verra par la suite comment ça se passe. L'eurodoll qui presse, c'est très bien aussi. Bon bah c'est sympa. Alors je surveille ça. Dollar yen qui baisse. Mon Dow Jones bah, du coup réduit significativement sa perte, c'est bien aussi. Alors, je sais pas d'où vient la nervosité, il faudra rechercher après les raisons potentielles. Mais priorité au trading. Il est un peu bizarre ce mouvement sur l'eurodoll. Je vais réduire l'exposition. Je vais me couper entièrement, voilà. Permettre de passer à autre chose. Je reste concentré et prêt à intervenir. Vous voyez sur le DAX finalement on n'a pas décalé plus fortement que ça. Hein. Dans l'ensemble c'est nerveux mais on reste dans des zones qu'on a déjà pas mal travaillé donc c'est voilà. Bah, du coup je surveille, j'attends des opportunités mais je vais pas forcer les choses. J'ai 0,2% de profit sur ce jour, c'est bien déjà. Maintenant si on peut obtenir plus, ce sera avec plaisir. Alors je ne veux pas forcer hein, les prises de position, rentrer vraiment quand on a un signal fort et une vraie volonté dans les deux camps de prendre le dessus. Actuellement ce n'est pas le cas, donc
Bon, du coup, on reprend la chronique d'investir.ch. $ dans Snapchat. Compte tenu du nombre de titres reçus, cela valorise la société à 10 milliards $. À noter qu'ils ne sont ni cotés en bourse et qu'ils n'ont pas encore gagné le moindre centime et que l'on ne sait pas encore vraiment comment ils vont faire. Mais c'est vrai que de pouvoir envoyer des messages qui s'effacent après 30 secondes, ça n'a pas de prix. Et puis, c'est un réseau social, c'est donc trop cool. La Barronne met en avant les voitures qui conduisent toutes seules. Si Mobileye, qui est arrivé en IPO le mois passé et qui a presque doublé, semble à son top pour le moment, le journal propose d'autres noms pour jouer la thématique. Il s'agit de Si, tonton Marc, c'est toujours au cœur du terre, on exclut pour la Il y a même un article sur les banques privées genevoises et leur première publication de résultats de l'histoire. Maintenant, la question du jour, quand est-ce que le Dow Jones franchira les 20 000 points ? Pour ce qui est des chiffres économiques aujourd'hui, en Europe, nous aurons les prix à l'importation en Allemagne, le climat de la consommation, toujours en Allemagne, l'indicateur de consommation en Suisse, le French Business Survey et les investissements industriels français, la confiance du consommateur en Italie. Aux USA, il y aura les nouvelles demandes d'hypothèques et les chiffres du pétrole version EIA. Et puis sans oublier le chiffre du jour, celui pour lequel on s'est tous levés, le taux de chômage en Norvège. Oui, je sais, c'est pas super passionnant en ce moment, mais au moins, on bat des records. L'euro-dollar continue de se faire taper dessus ce matin. Nous sommes à 1,3161. Le dollar yen est à 103,99. Le bitcoin vaut 511,60 $ et le 10 ans américain est à 2,39%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur la chaîne La Télé à 12h45 pour la version live en couleur avec des images qui bougent de tout ça. Et oui, cette fois, c'est vraiment la rentrée. Excellente journée et à demain. Voilà la chronique quotidienne donc d'investir.ch. Acheteur de Rodol de nouveau avec la pression qui se met en place. Voilà, une petite position pour le moment. Je suis l'impulsion. J'ai coupé donc mon DAC, je suis plus dedans et on voit que ça stagne finalement dans le bas de la zone qui a déjà été pas mal travaillée, donc pas de signal précis, ça remonte un petit peu du côté du dos. Donc voilà, pour le moment les vendeurs qui ne parviennent pas à prendre clairement en main le marché et un marché d'ailleurs qui ne montre pas de direction franche. Tiens, comme vous avez pu le voir, hier j'ai publié une vidéo. Il s'agit de la visite de la salle des marchés de la Diamond Trading Academy. C'est une école qui a ouvert récemment avec des gars assez reconnus dans le milieu, assez connus du trading, notamment du trading de futurs, etc. Donc bah voilà, vous allez pouvoir les installations, découvrir où cela se situe. C'est à Nice. Donc plutôt pour les gens qui sont dans le sud de la France ou alors ceux qui ont la possibilité de bouger. Ils sont bien installés, il y a vraiment, je sais pas combien il y a, mais il doit y avoir entre 10 et, non, plus que ça à mon avis. Oh, allez, il y a entre 10 et 15 postes de trading. Donc ouais, ça doit être ça. Attends, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, je pense, ouais, c'est ça, à peu près 13 postes de trading dans leur salle de marché. C'est bien aménagé, donc voilà, vous pouvez découvrir cette salle de marché dans les vidéos à la une. Également, j'ai mis en avant donc, les formations de Philippe Lermy, qui est chef d'un desk, plus précisément chef du desk chef trader du desk Forex et Gold à la Banque de France. Donc il a formé des professionnels pour de nombreuses grosses sociétés. Donc voilà, Caisse des dépôts, Banque Populaire, BNP Paribas Fortis, Lloyd, Crédit Agricole, Thomson Reuters, EDF, Alcatel-Lucent, Caisse d'épargne, Dassault Systèmes, donc pour des salles de marché professionnelles. Hein. Donc c'est pas de la rigolade. Philippe que je connais depuis des années et qui propose donc des formations, notamment en septembre, mais en septembre il ne reste plus qu'une place, sinon il y en aura une autre en novembre, donc voilà, vous pouvez vous inscrire, vous bénéficiez d'une réduction de 100 € via Vidéo Bourse, donc vous retrouvez ça dans à la une en haut à gauche. N'hésitez pas à répondre au sondage du mois. Selon vous, est-il possible de réaliser une performance moyenne de plus de 5% par mois sur le long terme? Oui ou non? Il y a déjà 54 personnes qui ont répondu, on fera le bilan et on débattra à la fin du mois quand on aura les chiffres définitif, donc vous pouvez répondre, ça vous prend 2 secondes, c'est en bas du menu de gauche. Actuellement, il y a 78% qui pensent qu'on peut faire au moins 5% par mois sur le long terme, 22% qui pensent que non. Moi j'ai répondu non, donc ce sera intéressant de débattre, de voir les points de vue des uns et des autres. Alors sur l'eurodoll ici, on continue à monter, mais c'est pas la folie, donc je prends le BNF. Voilà, sortie du marché. Une bonne journée avec un profit de 219,01 €
sur l'ensemble de la journée, c'est bien. Ça continue à presser là du côté de l'eurodoll. Bon, pour l'instant je vais pas m'exposer à outrance. Alors on va enchaîner. Salut qui dit, savez-vous qui a ouvert cette salle à Nice? Oui, c'est la Diamond Training Academy, je te laisse le lien vers leur site. Ils proposent plusieurs choses, donc de la location de desk, donc tu peux louer ton espace de travail, tu peux faire de la formation, ils proposent également de la formation en ligne avec des vidéos payantes. Voilà, ils publient également des vidéos gratuites sur YouTube, donc assez complet. Ils sont une douzaine dans l'équipe. Je pense vraiment les plus actifs, il doit être 6 ou 7. Et ils sont compétents. Hein. Ils ont travaillé dans les salles de marché professionnelles à travers l'Europe, donc c'est pas mal. Voilà, je t'ai mis le lien sur le chat écrit. C'est qui l'interlocuteur compétent? Demande Salut. Ouais, après, comme je viens de te dire, ils sont une équipe de 6. Enfin, la dernière fois moi que j'y suis allé, c'était les vacances. Donc ils étaient 5. Attends. Ouais, ils étaient 5. Ils m'ont dit que là, à la rentrée, ils seraient 12 au total. Et oui, tout à fait compétents, les gars. Je te dis, une expérience solide. Ils ont l'air jeunes et cool, disait Alex. Ouais, ça va. Il y a une bonne énergie a priori. Grosse ambiance à la clé, non? Demande Alex. Je sais pas. Moi je les ai rencontrés qu'une fois là. C'est la première fois que je les voyais. Mais ils sont présents au salon du trading. À la rentrée, ils feront notamment les duels, donc ce sera l'occasion de voir du concret par rapport à eux. Le bosser chez soi comme un pauvre con, là, il disait Alex. Ah oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Après, c'est un coût de louer son desk. On verra. C'est vrai que c'est sympa tous ces projets et tout. Donc, d'ailleurs, j'y retourne la semaine prochaine. Je retourne à la Diamond Training Academy faire plusieurs interviews. Donc, c'est le 3 que j'y vais. Donc, ce sera mercredi. Ce soir, ou en tout cas très prochainement, il y aura de nouvelles vidéos qui vont sortir. La visite de la salle des marchés de PE Capital Group. PE Capital Group, c'est là où travaille Julien Montero, qui avait remporté les duels de trading au Friday Forex la dernière fois, qu'on avait reçu ensuite en interview ici. Pas mal également, vous allez voir, c'est une belle salle de marché. Là, avec Julien, on a fait pas mal de trucs, pas mal d'interviews, il a abordé pas mal de sujets, donc c'est intéressant, ce seront des vidéos qui sortiront au fur et à mesure. Donc, j'essaie toujours d'apporter du contenu de qualité avec une vraie plus-value. Et bien sûr, vous pouvez consulter tout ça sur le site directement, sur nos réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, la chaîne YouTube. Eh bien, vous pouvez profiter de tout ce contenu gratuitement. Alex qui dit: je cherche à réunir une team de traders. Ouais, alors ça c'est un grand projet et il revient souvent, mais c'est jamais évident de le mettre en place. À mon avis, le meilleur moyen de le mettre en place, c'est d'avoir un business derrière, parce que c'est motivant. Donc un peu comme ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire monter une salle de marché, ensuite louer les bureaux, ça permet ensuite de constituer une équipe. J'avais eu cette idée pendant longtemps, j'ai jamais passé au concret, bon j'étais occupé également, j'ai choisi un autre biais, mais ce qui n'est pas évident, c'est qu'après, bah, voilà, il faut se mettre... il faut lever des fonds, il faut obtenir un crédit, il faut louer une salle, c'est pas donné avant de l'amortir, donc il faut mettre des sous avant éventuellement de les faire rentrer si c'est un business, ce qui peut être vraiment très intéressant hein, à mon avis. Voilà, maintenant il y en a un peu qui le font. Alors les vendeurs pressent un peu sur le DAX, j'y vais. Voilà, une vente sur DAX, on va voir si c'est suivi. Eurodoll, ça monte un petit peu, on va voir ce qu'il en est. Ça, on avait vu.
il faut avoir une expérience particulière pour y rentrer, demande trade mat. Non, pas d'expérience particulière. Bah, tu peux faire des formations ou tu peux louer ton bureau. Donc, tu loues ton bureau, tu fais ce que tu veux. C'est juste, l'idée, c'est d'être dans une ambiance de travail professionnelle, d'être entouré de professionnels, puisque c'est des anciens professionnels, ils ont travaillé dans des salles de marché, etc. Voilà, tu vois dans la vidéo, il y a de l'équipement professionnel. Voilà, ils sont branchés à des flux d'informations, là, les squawks. Donc, voilà, tu as une ambiance de salle de marché, tu es dans une salle de marché. Et voilà, si tu veux le faire sérieusement, je ne sais pas si tu as par exemple une somme importante à gérer. Ça vaut le coup d'investir et d'être dans une ambiance de travail professionnelle. Également, après, si tu fais par exemple de la gestion pour compte de tiers, pour rencontrer tes clients potentiels, c'est une autre image que de les recevoir dans une salle de marché que de les recevoir voilà, chez toi ou dans un lieu tierce. Donc ça a quand même ses avantages. Je ne connais pas exactement les prix, mais vous pouvez vous renseigner. Hein, je vous ai laissé le lien vers leur site, la Diamond Training Academy. C'est Marc-Antoine Devilliers disait salut. Ouais, effectivement, il fait partie de l'équipe. Je cherchais à réunir si on avait vu. Le mec qui a tous les débutants et qui était en... Alors, 2 secondes, s'il vous plaît. Alors, KD Market qui m'appelle, et ça me fait rire parce que j'avais un message ce matin d'eux, donc, ou je sais plus, un message, si c'était ça, où j'avais vérifié. Si c'était là, c'était un message sur mon portable, donc j'étais allé un peu me renseigner, et ça a l'air d'être du bidon, des gros arnaqueurs, comme il y en a tant hein, dans le business. Donc là, je suis sur leur site. Alors, ils me disent qu'ils sont régulés FCA, je vois aucune régulation sur leur site. Et j'avais vu un message d'un gars qui tient un blog
où justement il se plaignait de Romain Blachier, qu'il avait été appelé par ces gens-là et qui le menaçaient de le harceler au téléphone. Et il laissait l'enregistrement du message qu'il avait reçu de la part du gars de KD Markets. Bon là j'aurais parlé quelques minutes, je les ai rembarrés assez rapidement, mais tu sens bien leur méthode commerciale, quoi. Dès que tu laisses une faille, ils s'engouffrent et ils font tout pour te monter la tête. Bon, moi je suis plus naïf par rapport aux courtiers, je les connais bien, tout ce business. Toujours ma vente sur le DAX, ça bouge pas des masses. Donc écoutez, ça vaut le coup, le message que le mec a posté. Donc il dit, voilà, l'entreprise KD Markets est une société spécialisée dans les placements financiers. Alors déjà, à mon avis, le mec, il doit être sympathique, Romain Blachier, mais voilà, c'est un blog un peu sur la politique, le numérique, la culture et Lyon. Donc le mec n'est pas spécialisé dans la finance, donc déjà dire que c'est une société spécialisée dans les placements financiers, bon il a pas tort, c'est comme ça qu'il se présente, mais c'est surtout des gros escrocs a priori, c'est souvent le cas, c'est ni plus ni moins un peu comme dans le Loup de Wall Street. Dans le Loup de Wall Street, on te dit que c'est un film sur le trading, mais finalement c'est un film sur un escroc, puisque le mec vend de la merde qui vaut rien. Voilà, dans la finance, il y a différentes manières de travailler dans la finance. Là c'est un peu le même délire à mon avis, même si je ne les connais pas plus que ça, hein. On connaît tous ces courtiers basés dans des pays aux régulations très faibles en matière de finance, qui font des fausses boîtes aux lettres dans des pays qui paraissent plus sérieux, par exemple en Angleterre ou en Suisse, et ensuite une fois qu'ils ont fait assez d'arnaques, ils disparaissent et tu peux porter plainte, on les retrouvera jamais et tu retrouveras jamais ton argent. C'est ça la logique, donc c'est vraiment de la pure escroquerie. Il n'y a rien à voir avec la finance. Comme vous pouvez, la finance c'est le support, le sous-jacent, mais concrètement c'est de l'escroquerie. Comme vous pouvez l'entendre dans ce billet, elle a des méthodes un peu spéciales pour démarcher ses clients, les menaçant de harcèlement s'ils refusent de répondre. Donc je vous laisse le lien si vous voulez lire l'article complet de ce mec qui a un blog, que je ne connais pas, mais voilà. Et donc il laisse le message, on écoute ça. Monsieur Blachier, je vous ai dit que j'étais le responsable de la plateforme de chez KD Markets, donc j'ai essayé de vous appeler pour faire le point avec vous. Maintenant, vous voulez pas qu'on fasse le point, qu'on discute, qu'on prenne 10 minutes de votre temps pour essayer de faire le point ensemble, vous serez rappelé automatiquement par mes agents. Maintenant, c'est comme vous voulez, monsieur Blachier. Donc j'essaie de vous rappeler et essayer de répondre. Merci. Voilà, incroyable d'avoir ce type de message. Donc quand vous avez ça, il faut envoyer les gens se faire foutre. Des gens qui se permettent de vous faire des demi-menaces ou quoi, c'est incroyable. Ok. Toujours vendeur sur le DAX, quasiment sur mon point d'entrée. Voilà, ça passe positif là, avec les vendeurs qui pressent un peu sur le DAX, on va voir ce que ça donne. Alors on va continuer à s'informer, à écouter un peu ce qui se dit à droite à gauche en attendant qu'on ait plus de mouvements et qu'on ait des choses à dire. Même si là ça presse un peu, il n'y a pas de gros mouvements ce jour. Je vais faire un point sur ce qui est sur le chat écrit. Toujours acheteur Fab sur euro-dollar, demande Alex. Non, j'ai pris mon bénéf. Je vous rappelle que vous avez tous les résultats de mes prises de position. Du côté de ma FXbook, donc avec une perte depuis l'ouverture du compte de 6,74%. Et donc une balance à 92 590 €. Donc on voit ici les grosses pertes de la semaine dernière. Et là on se reprend petit à petit. Donc on verra ce qu'il en est. Voilà, j'ai acté mes pertes et un mauvais mois d'août. Si je peux passer en dessous de la barre des 8% de pertes sur le mois d'août, ce sera mon objectif de la semaine. Après, il va falloir faire une très bonne fin de semaine pour cela. Et autrement, on repartira le mois d'après. C'est pas énorme, 6,74%. Si je travaille bien, on peut passer repasser assez rapidement en territoire positif. Donc à suivre. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Ce jour, donc je clôture 49,40 points de profit pour le moment avec 219 €, soit 0,24% de profit sur la journée.
C'est déjà bien, tu n'essayes pas de rattraper tes pertes, disait Alex. Ouais, bah... ça c'est vrai que c'est... Ça c'est bien quand on a un capital important, c'est pour l'aspect psychologique. Quand on a peu de capital, on est vite tenté de prendre des gros risques. Dès qu'on perd, ben, ça représente tout de suite des 20-30% du capital, donc on est tenté de jouer un peu le tout pour le tout, de se mettre en mode espoir. Là c'est vrai que par exemple même la pire des pertes que j'ai faite, elle amène 6,7% actuellement de pertes par rapport au capital. Voilà, il n'y a pas de problème, en travaillant sérieusement on peut vite les rattraper, repartir de l'avant, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il faudra de la volatilité pour remonter vite, disait Monday Trader. Ouais, après moi je suis pas pressé de chez pressé. De toute façon, mon but c'est de faire de la gestion voilà, dans ma carrière. Donc voilà, maintenant je suis plus à quelques mois près. Le premier bilan à la fin de l'année il se fera en mars, puisque j'ai commencé en mars. Si au mois de mars je suis positif, si j'arrive à dégager, idéalement ce serait de dégager plus de 10% de performance sur l'ensemble de l'année. Moi je serais très content et ce sera un bon premier pas en avant. Voilà. Ça on avait vu. Alors salut qui laissait des liens. Trader formation. Salut qui laissait des liens. The Worldwide Trading Academy. Ouais. Et qu'est-ce que tu... Ouais, effectivement. Salut. Hubert qui disait vivement le chat payant. moi aussi je peux te dire vivement le chat payant, hein. Ça me fera plus d'argent donc tant mieux. Mais pour moi jusqu'à maintenant, j'ai toujours choisi de me diriger vers le gratuit, sauf au tout début du site où j'avais pas encore de business model, donc je faisais un peu du payant par rapport aux vidéos. C'était voilà, un système, c'était 30 € pour avoir accès à la partie formation, etc. J'ai vite changé d'axe et je me suis concentré en fait sur les revenus publicitaires en proposant du contenu payant, en me disant je vais moi-même être performant et avoir du concret à apporter. Et une fois que tu as vraiment du concret et que tu es bon et que tu l'as prouvé, pourquoi pas proposer du contenu payant, mais avant ça c'est pas crédible et moi enfin voilà, c'est pas mon genre. Maintenant si sur plusieurs mois, plusieurs années, je montre de très bons résultats, et bien pourquoi pas ensuite proposer un truc, toujours garder une partie gratuite du site et proposer une partie payante avec, je sais pas, un complément. Je sais pas, par exemple, c'est qu'une idée, hein, mais de type, voilà, par exemple, 1 heure ou 2 de live gratuite par jour et le reste de la journée dans le cadre de la session du payant. Enfin, ce serait payant, ou alors il faudrait en fait trader en passant par Vidéo Bourse pour ouvrir son compte chez un courtier, ce qui permet d'avoir des revenus en fait chez une partie des commissions générées par les clients. Ça c'est les revenus de type apporteur d'affaires ou affiliation. Après il y a plein d'idées, hein. Si je me mets à faire ça, bah, j'aurais à cœur d'apporter une vraie plus-value. Donc par exemple pourquoi pas aller dans différentes salles de marché en France ou même à travers le monde, et voilà, voir régulièrement en fait des traders qui viennent participer au truc. Enfin tu vois, il peut y avoir plein d'idées, mais quoi qu'il en soit, si je devais un jour faire, en l'occurrence pas d'un chat payant, mais en tout cas une partie payante, il faudrait qu'il y ait une vraie plus-value derrière et réfléchir à quelque chose de vraiment attrayant. Et d'ailleurs le contenu payant là que je propose, c'est des formations pour Philippe Lermy. Bah ça correspond exactement à ma charte, à ce que je veux faire. Voilà, je propose des formations payantes à mon audience, mais les formations payantes c'est pour un trader qui est responsable d'un bureau et de plusieurs traders à la Banque de France. Donc on est vraiment dans la grande qualité et pas dans le n'importe quoi, parce qu'il y a tout et n'importe quoi en finance, on le sait, surtout dans la finance à destination des particuliers. Donc ici, c'est pas c'est pas de la camelote, hein, c'est un vrai service de qualité avec un professionnel reconnu qui fait partie, un trader qui travaille à la Banque de France, qui est responsable d'un bureau à la Banque de France. C'est pas n'importe qui et ça va pas être n'importe quoi qui va apprendre aux clients. Donc voilà. Ça correspond exactement à ce que je veux proposer. D'ailleurs, le prix n'est pas donné, hein, parce que c'est une formation sur 3 jours qui coûte 1790 €. Avec les 100 € de réduction, ça fait 1690 €. Et pourtant, ça part super vite. Là, ça fait depuis quelques jours que Philippe a... Enfin, depuis quelques jours quand même, peut-être
quelques semaines, mais pas énormément de temps. Et il a déjà quasiment rempli la formation de septembre, il ne reste qu'une place. Et à la base, il ne voulait pas en faire une autre en novembre, et il en refait une en novembre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est pas une question de prix, c'est plus une question de qualité de manière générale. Voilà. Et sa formation est-elle applicable? Est-il directionnel? Disait salut. Alors, 99% des formations sont bidons, sont en effet bidons, disait salut. Bah ouais, après là en l'occurrence, bah voilà, avec Philippe Lermy. Tu sais que tu apprends aux côtés d'un professionnel. Voilà, bah il fait partie de la Banque de France, donc est-ce qu'il est. Voilà, c'est vraiment je sais pas quel terme utiliser, mais c'est vraiment de la qualité, quoi. Voilà, c'est pas n'importe qui travaille à la Banque de France, et on fait partie vraiment des professionnels les plus qualifiés dans son domaine. Et voilà, moi-même, je discute régulièrement avec lui. Il est en contact avec vraiment des personnes de la haute finance, quoi, on va dire. Régulièrement, il déjeune avec des responsables et des directeurs de très grosses institutions, bien sûr, quand on est à la Banque de France. Donc ce qu'il va apprendre aux gens, ça va pas être n'importe quoi. Si tu veux apprendre plus d'informations sur ce que tu vas apprendre, je crois que c'est quand même pas mal basé sur le fondamental, hein. Il y a sans doute un peu de technique également. Il va apprendre à décrypter ce qu'il faut regarder, où regarder, et voilà, sa manière de travailler. Après, en 3 jours, c'est pas suffisant si on est débutant pour savoir et connaître les marchés, etc. Mais en tout cas, il va t'apporter des informations. Bah là, voilà, dans la présentation par exemple, je te lis rapidement. L'organisme de formation Action Finance est spécialisé dans tous les métiers de la finance de marché, que ce soit en front office, marché de taux, marché crédit, marché de change, middle ou back office, ou toute autre activité comme la réglementation, BAL 3, normes IFRS et post-marché, Target 2 et MIR. L'organisme ouvre maintenant le module de formation sur le trading de devises à Paris et Montréal. La formation est destinée aussi bien aux gérants d'actifs en devises qu'aux traders pour compte propre. Les objectifs de la formation sont comprendre le fonctionnement détaillé du marché d'échange, apprendre des techniques de trading des professionnels, savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier avec vos propres moyens. Le formateur, M. Philippe Lermy, chef trader du desk Forex et Gold à la Banque de France. Date des prochaines formations, lieu, plus de vidéos, bon, ça c'est l'interview que j'ai faite de Philippe. Durant ces 3 jours intensifs, vous apprendrez les différents types d'ordres disponibles, comment les utiliser efficacement, les subtilités de l'effet de levier, une gestion efficace du money management, comment comparer et choisir objectivement un courtier Forex en analysant leurs différents business models, ECN, no dealing desk, market maker, et surtout ce que les courtiers ne vous disent pas. À profiter des particularités de ce marché, à analyser les chiffres économiques et leurs conséquences sur les devises, qui intervient sur le Forex et comment utiliser ces informations pour placer des ordres, ce que surveillent les traders professionnels pour prendre leur position, où trouver des informations sur les ordres d'achat et de vente des gros intervenants, hedge funds, fonds souverains, banque centrale, pour intervenir avant que l'analyse technique ne vous donne un signal. Une recherche des ordres sera faite en temps réel avec constatation de l'impact sur les paires de devises. Les techniques de gestion du risque de change par les gestionnaires de fonds, les fonds de pension, les entreprises et l'impact sur les paires de devises, les techniques de spéculation des hedge funds et des fonds souverains, les techniques de gestion des réserves de change des banques centrales et leur influence sur les devises, à reproduire certaines stratégies utilisées par les professionnels, concevoir des stratégies de carry trade ou des stratégies inverses, découvrir l'influence du carry trade sur toutes les paires de devises, y compris l'euro-dollar, comment exploiter les informations données par le marché des options sur le Forex, le but n'étant pas de traiter les options, mais de comprendre et placer des ordres d'achat ou de vente sur les paires de devises à l'aide des variations induites par la gestion des books des traders options. Une recherche des options en vie, bon bref, il y a encore quelques autres éléments, donc voilà, si vous voulez vous renseigner, ben vous avez toutes les informations dans le menu de gauche. Alors, toujours à la vente sur mon DAX, le DAX qui remonte un petit peu pour le moment, donc c'est pas bon pour moi. L'eurodoll qui presse un peu, alors sur mon DAX, voilà, l'impulsion toujours baissière, on a une petite phase de correction, on va voir ce que ça donne. Ça on avait vu, une formation bien technique, inadaptable au quotidien, disait Poutou. Après, Poutou, là ici tu as affaire à je veux bien qu'on se moque de moi et qu'on ne prenne pas au sérieux, enfin qu'il y ait beaucoup de gens qui me raillent sur le chat écrit. Ici Poutou,
si tu veux railler Philippe Lermy, ben, va falloir que le veto, parce que le gars, il a, je crois, plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il est chef d'un bureau à la Banque de France, donc à la limite, que tu te permets de te moquer de moi, pourquoi pas. Mais après, faut pas dire tout et n'importe quoi. Bien sûr que si tu es débutant et que tu as de l'argent, c'est vraiment une formation à recommander à 100%. Je vois pas comment on peut se former auprès d'un professionnel plus qualifié. Ouais, on va tous devenir market maker à cette formation, disait Poutou. C'est complet, en effet, disait salut. Alex qui laissait un lien. Alors, qui présentait son graphique sur l'eurodoll en 30 minutes avec des acheteurs qui pressent et une vente en attente. Si on comble le gap, très bien, merci pour le partage. Mais sa formation est applicable en directionnel. 80% des informations sont dans FFB, on disait salut. On passe la barre des 1.32, disait Alex. Salut qui laissait un lien. Votre argent, l'Express. Voilà, pour ceux qui veulent se renseigner. Salut, partage des liens. Après, chacun de se faire son avis. IRC protocole, Fab, le chat que je t'ai donné. Une solution pour le chat. Enfin, c'était pas... Ça, on avait vu. T'imagines, Fab, t'étais à plus 8%, disait Alex. Oui, après, j'ai pas de regret majeur par rapport à ce que j'ai fait, comme je l'ai dit. Après, oui, c'est sûr, j'aurais dû, avec le recul, protéger ces 8%, qui était déjà une très bonne performance, et réduire considérablement mon risque. Donc, j'ai été trop agressif. C'est ça mon erreur. Mais même en étant moins agressif, j'aurais quand même contracté une perte significative, moins grande mais significative, puisque j'avais un biais baissier sur le Dow Jones. J'ai joué, j'ai eu tort, mais c'est ça les marchés directionnels. Donc de là, j'ai pas de regrets. J'ai plus de regrets peut-être sur la gestion du risque et l'agressivité avec laquelle j'ai tradé. Correct, faut jamais être pressé sur les marchés, disait Monday Trader. Vivement de chasse, on l'avait vu. Bank qui disait Madoff aussi était très qualifié, MDR. Oui, bah après... D'accord, oui. Après, je vois pas où tu vas en venir avec cela, Bang. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus rien de hiérarchisé dans le monde, puisque des gens haut placés ont fait des mauvaises choses par le passé. Désormais, il ne faut plus rien hiérarchiser, Bang. C'est pas cohérent. Oui, après, les excès et des choses malhonnêtes, elles sont faites dans tout type de classe sociale et même dans tout type de milieu, et même des gens qui sont a priori très qualifiés peuvent faire des mauvaises choses. Ceci dit, effectivement, si tu parles par exemple d'histoire, tu pourras avoir plus d'informations et des informations d'une meilleure qualité, également plus fiables en parlant avec quelqu'un qui a un doctorat en histoire d'un sujet précis qu'en parlant avec un ouvrier. Par contre, l'ouvrier, il pourra être plus utile et te donner plus d'informations sur la machine sur laquelle il travaille, qu'il connaît bien, que le doctorant en histoire. Donc oui, bien sûr, Bang. Par exemple, tu donnes Madoff, qui était responsable du Nasdaq, a fait des escroqueries, du coup maintenant est en prison. Maintenant, dans ce cas-là, si tu réfléchis comme ça, Bang, il n'y a plus aucune hiérarchie qui tienne dans le monde, etc. Après, chacun son point de vue, mais au final, à mon avis, chaque jour tu vas dehors et tu vois bien que la société est organisée et sur une base quand même hiérarchique, avec des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, etc. Donc bon. Pour ceux qui n'ont pas vu, intéressant, c'était John Doe qui partageait un lien. Assurance, seule assurance. Ouais. Pourquoi tu mets ça? J'ai pas compris. L'iceberg du Sahara. C'est quoi ces conneries là? Ouais, c'est bizarre ton lien, John Doe. Alors. Poutou DMT égale formation éviter absolument. J'ai un ami qui a fait l'erreur de s'en mord les doigts. D'ailleurs, le site est off, disait Poutou. Ah ouais? Comment ça se fait? Non, c'est un reportage Fab, disait John Doe. Ouais, mais il est bizarre le lien. Il faut cliquer sur une bannière là. Pourtant, X-Trade l'a fait, disait Charles. Justement, toi tu crois que tout est beau, mais tu te trompes, il y a des milliers d'arnaques. Tu fermes les yeux, sérieusement, disait Bang. Mais vas-y, je connais. Les mecs qui sont 100% négatifs, etc. Mais dans ce cas-là, va te prendre un fusil, va dans un bunker et coupe-toi du monde entier.
Bang Bang, voilà. Je vois même pas pourquoi tu t'intéresses à la finance. Il faut mieux que tu t'intéresses à la chasse et au combat. Voilà. Il avait ça on avait vu. La mode des formations en ce moment, c'est carnet d'ordre, disait salut. Ça on avait vu. Il y a une pub à l'entrée. Bon, c'était quoi le reportage de John Doe? J'ai trouvé le lien YouTube. Sorry pour l'autre, un peu moisi. Pas de soucis. C'est que je me méfie des virus en ce moment, John Doe. Je sais pas, j'ai un Trojan là, un cheval de Troie sur mon PC. À chaque fois, il y a une fenêtre qui s'ouvre, là, faut que tu le vires. Je sais pas exactement comment faire. Mais du coup, je suis assez méfiant. Oui, c'était le reportage que tu partageais sur Arte, Noir Finance, la grande pompe à finance, documentaire Arte. Effectivement, c'était un très bon reportage, hein, vous pouvez le regarder. Alexisé LOLFab, se poser toujours la bonne question, pourquoi vendre une formation qui te permet, soi-disant, de gagner? Bah là, en l'occurrence, Monday Trader, par rapport à Philippe, c'est le prix. Hein. Voilà, il fait une formation de 3 jours. Les formations valent 1780 €. Il a 8 personnes par formation. Bon, voilà, il a, à mon avis, déjà des très bons revenus à la Banque de France. Derrière, bah, s'il peut avoir se créer des primes de 14 240 € pour une formation de 3 jours, tant mieux. Donc voilà, ici, bah, je pense que c'est de gagner de l'argent. Voilà, il a un savoir-faire, il a la possibilité, dans un cadre légal, d'organiser des formations. Après, bien sûr, il ne va pas tout dire, parce qu'il doit y avoir des choses qui sont confidentielles, hein, par rapport à son travail à la Banque de France, bien sûr. Mais il peut organiser des formations et former des particuliers qui vont a priori avoir de l'argent, parce que c'est pas n'importe qui va mettre 1780 € pour une formation de 3 jours. Ces particuliers sont formés par un professionnel qui fait partie du gratin, on va dire, sur la France par rapport aux traders. Je fais partie de l'institution sans doute la plus reconnue à ce sujet en France. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Je vois pas ce qu'il y a d'incompréhensible. Lui n'a rien à perdre, mais par contre, il tire un très gros revenu de ça, donc voilà. Mais alors, non, c'est toi qui fais le bras, tu parles de sa qualification comme si c'est comme les faux avis sur les options binaires, disait Bang Bang. Bah, là, Bang Bang, après, c'est à toi de savoir hiérarchiser les choses. Hein. Tu me parles des options binaires. Bah justement, quand tu as des... là tout à l'heure on parlait d'un courtier escroc. Quand tu as un courtier escroc qui n'est pas régulé, tu sais pas d'où il vient, qui t'embobine, etc., bah effectivement il faut être méfiant et ne pas mettre son argent dessus, se renseigner sur sa régulation justement, voir où sont basés ses bureaux, etc. Ici, justement, si je mets en avant Philippe, c'est parce que... ben voilà, il est responsable du desk à la Banque de France, c'est vérifiable, tu fais des recherches sur lui, tu vas tout de suite tomber, tu peux te renseigner sans doute auprès des organismes étatiques. Donc voilà, oui, on peut hiérarchiser l'information et dire ça c'est de la qualité, ça c'en est pas, et en l'occurrence c'est de la top qualité, et je suis super content de le mettre en avant. Voilà, Bang Bang, pour te répondre. Après, si toi t'es pas intéressé par le programme qu'il propose, etc., ça peut se comprendre, ou alors si t'as pas d'argent à mettre pour faire ce type de formation, mais dire je sais pas quoi, oui, enfin bon, le jour où tu seras à la Banque de France, on en reparlera, Bang Bang. Ouais. On dirait qu'il y a, ça on avait vu, concernant les formations au carnet, Charles qui partage un lien. Ce sont des formations destinées à des pros qui passent ça en frais. Pour les particuliers, c'est hard. Il disait salut. Bang Bang qui disait bah écoute Fab, fais comme tu veux. J'ai eu 3 profs de la Banque de France. Ça me fait rire. On dirait un truc de ouf. Bah rigole, Bang Bang. Tant mieux si tu rigoles. Moi en tout cas, je te dis que ça marche très bien. Et qu'en plus de ça, les personnes qui ont pris ces formations, j'ai eu l'occasion d'en avoir... au téléphone, c'est pas des truffes, crois-moi. Donc voilà, après si toi t'es plus malin que tout le monde et que ça te fait rire, etc., tant mieux pour toi. Si tu veux être moqueur, il y en a beaucoup maintenant sur internet qu'on ne connaît pas, qu'on voit jamais, etc., mais qui parlent comme si ils prenaient les choses de haut, mais à cette heure-ci, voilà, il n'y a pas photo.
Monday Trader qui disait s'il y a des gens pour payer, tant mieux pour lui, disait Monday Trader. Ouais, alors ça aussi c'est autre chose sur... Bon bref. Voilà, bon après chacun fait son point de vue. Moi je suis très content et c'est une vraie fierté pour moi que de promouvoir et de présenter les formations dispensées par Philippe Lermy, responsable d'un bureau de plusieurs traders, je sais plus ils sont combien, entre 5 et 8, il m'avait dit entre 4 et 8, je ne me rappelle plus le chiffre exact, à la Banque de France. Voilà. Alors, ça c'était le compte d'Alex, et on voyait de bonnes performances, c'est un compte qui continue à bien progresser, avec une position en cours à l'achat sur SDHKD, une position en attente, un sell limite sur l'eurodoll, on peut suivre ça à tout moment via mql5.com, le site officiel de la communauté MetaQuotes, qui est la société éditrice du logiciel MetaTrader. Voilà, ça on avait vu. Le PE du Costa Concordia est devenu expert en quoi salut. Une formation pro pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur trading, disait Poutou. Son site est pourri par contre, disait salut. Effectivement, son site est pas bon. Voilà. Ça, après, depuis que je connais Philippe, ça fait 4 ans maintenant. Ça a toujours été comme ça. Et je l'ai vu avec 2 sites différents. Mais c'est vraiment pas des sites professionnels du tout. Enfin, des sites... voilà, ça fait vraiment vieux site, etc. Bon, après, il a pas de temps, à mon avis, à consacrer à la création du site. Donc, il a dû faire des choses très simples. BangBang qui dit « Ah, je comprends maintenant, tu n'es pas objectif parce que tu en fais la promotion, j'avais pas suivi. » Alors BangBang, sur le site Vidéo Bourse, il y a quand même une large audience, il y a 140 000 personnes là, le mois dernier qui sont venues sur le site. Ma chaîne YouTube, elle a 1 400 000 vues quasiment et plus de 2700 abonnés, ce qui est considérable pour une chaîne dédiée à la finance active. Donc des sociétés qui sont intéressées pour que je sois apporteur d'affaires pour elles ou que je sois... affiliés, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Donc l'idée c'est pas mon idée c'est pas de manger à tous les râteliers, d'essayer de faire le plus d'argent possible. Sinon j'en ferais bien plus que ce que je fais maintenant avec le site. Là justement c'est un choix et c'est la seule société de formation pour laquelle je suis apporteur d'affaires et pourtant des propositions en matière de formation j'en ai eu des dizaines. Donc après si tu veux faire comme si j'étais quelqu'un qui est véreux et qui va penser qu'à l'argent et mentir à son audience pour vendre des choses, à mon avis c'est que tu suis pas le site depuis très longtemps, parce que ça n'a jamais été mon comportement, et j'ai toujours travaillé de manière honnête, et toujours respecté sincèrement les personnes qui me suivent, et je me suis toujours donné du mal pour laisser la liberté d'expression, le débat, etc. Donc moi bien sûr c'est une entreprise, donc je suis là pour faire de l'argent, mais je suis pas là pour faire de l'argent n'importe comment, et depuis 2007 qu'existe le site, je pense que j'ai prouvé mon honnêteté. Donc après à toi de te renseigner BangBang sur mon historique et la manière dont évolue le site depuis 2007, donc voilà. Ça on avait vu. Les trades comme MyFixBook et RFXM suppriment l'historique sur MT4, disait Alex. Et pourquoi ils font ça, Alex? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Pense que toute l'information nécessaire est disponible à la portée des doigts. Faut juste faire l'effort, disait mon trader. Merci Internet. Il est certifié AMF, je ne sais pas si c'est une garantie. Disait salut. Bref. Faire de l'argent, oui. Manque de l'objectivité, non. Bah, justement, là en l'occurrence, je te dis, voilà, pour moi c'est bien, donc je le mets en avant. Tu peux soutenir des choses, BangBang. Après, si toi tu considères que j'ai pas raison et que tu veux émettre des critiques, tu peux le faire. Sur différents sujets, et c'est exactement ce qui est fait ici. Ceci dit, l'objectivité c'est pas ne rien aimer et ne rien mettre en avant. Ça c'est la neutralité totale. Voilà, moi il y a des choses que je vais préférer à d'autres, je vais en parler, je vais mettre plus en avant. C'est tout à fait normal et tout à fait sain, et il n'y a rien de caché, il n'y a rien de malhonnête. Donc voilà, arrête d'essayer de me critiquer sur n'importe quoi. Te fâche pas, c'est la vérité qui te fâche. Non, BangBang, j'ai l'habitude des gens comme toi. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus d'ailleurs, mais il y en a de plus en plus avec le site qui marche bien. Et je pense que c'est vraiment de la jalousie. La jalousie, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu es plutôt sur la bonne voie et que certaines personnes voient mal les gens qui réussissent, donc du coup essayent de jeter la pierre un peu n'importe comment. Donc c'est plutôt, voilà, à la fois c'est énervant, mais en même temps c'est bon signe, ça veut dire que je suis assez largement suivi et que mon travail a du succès. Alors, on va aller écouter ce qu'il disait du côté de BFM Business.
dans le cadre du match des traders ce jour. Alors, il y a 5 heures, il y a 3 heures, budget machin, fusion, acquisition, les opérations... Voilà, le match des traders, Stéphane Salut a été ce jour face à Alexandre Baradez, DJ. On écoute leur débat. Je suis salarié depuis 15 ans et j'aimerais monter ma boîte. Vous m'accompagnez ? Moi, j'aimerais créer mon entreprise et des emplois. Vous me suivez ? Création d'entreprise ? Besoin de trésorerie ? En 2014, nous finançons 100 000 projets. BFM Business, 10h, 12h30, l'émission 100% placement. Intégral placement. Guillaume Sommerer. Et tout de suite, on rejoint nos deux traders. C'est le match des traders, comme chaque matin, pour vous aider à négocier cette séance boursière. Stéphane Soluteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Trader administrateur de Technibourse.com. Avec vous aujourd'hui, Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Le chef de la stratégie de marché chez IG, Alexandre. Alexandre, on a une question de Steve sur notre site bfmbusiness.com. Il se demande si le remaniement ministériel gouvernemental aura un impact sur le CAC 40. Forcé de constater que non. Non, alors pour l'instant non, c'est clair que non, ça n'a pas d'impact ni sur les indices européens et encore moins sur le CAC, ça n'a pas d'impact sur les taux non plus, on voit que les taux de la France ont enregistré un nouveau plus bas. Ce que les marchés, je pense, vont regarder, c'est l'évolution des relations entre la France et l'Allemagne, et on a vu que Schäuble d'ailleurs à ce propos, autant Merkel a été relativement discrète sur ce changement, elle n'a pas souligné, n'a pas souhaité commenter la situation, autant Schäuble il y a quelques heures, c'est en quelque sorte félicité du départ d'Arnaud Montebourg, et a également donné une petite critique sur l'intervention de Mario Draghi dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais ce que les marchés vont regarder maintenant, c'est les jours à venir. Est-ce qu'il y aura vote de confiance ou non à l'Assemblée? Est-ce que s'il n'y a pas vote de confiance, il n'y a pas donc majorité, s'il y a donc une espèce de forme de cohabitation entre deux gauches à l'Assemblée, est-ce que les textes seront votés ou est-ce que le ministre passera par un vote par ordonnance à ce moment-là? Donc il y a beaucoup de questions comme ça qui vont se poser. Ce qui est clair, c'est que si l'instabilité politique devait perdurer, souvenez-vous, c'est passé en Italie par exemple. Alors c'est un cas un peu différent, mais lors des différentes transitions, Berlusconi, ensuite le gouvernement de technocrates qui a suivi, ensuite l'État, ensuite Renzi, ces changements successifs, à un moment donné, notamment dans la période dure de la crise de la dette en zone euro, ont provoqué des remous. Et je pense que c'est cette transition politique et le comportement et le vote des textes à l'Assemblée qui va également être observé par les marchés. Donc je ne pense pas qu'à court terme il faille s'inquiéter de ça, mais en revanche, on va surveiller ça de très près dans les jours qui viennent, notamment sur la question du vote de confiance. Oui, pour l'instant, le CAC 40, Alexandre, préserve ses gains des deux dernières séances. On a gagné 3% en deux séances. C'est la meilleure série sur deux séances depuis le début de l'année, mine de rien. Et le fait qu'on les préserve, ces gains, est-ce que c'est bon signe aussi pour la suite? Est-ce que vous sentez cette rentrée sous des auspices plus favorables pour les marchés européens et le CAC 40? Non, alors là-dessus, je pense pas. Je pense qu'on va quand même revenir dans les jours qui viennent, aux semaines qui viennent. Alors, pas à long terme, encore une fois. À la vision long terme reste plutôt optimiste pour les indices européens. Mais à court terme, il faut quand même bien souligner que le marché, dans cette phase de rallye, lorsqu'il est passé des niveaux bas de 4100 points jusqu'au niveau actuel, il a laissé derrière lui deux grosses zones qu'on appelle des gaps. C'est-à-dire, c'est la différence entre le cours de clôture de la veille et l'ouverture le lendemain. Et sur deux week-ends, celui du 15 août et celui du 22 août, deux gros gaps se sont formés, non seulement sur le CAC, mais sur le DAX. Ce qui veut dire que le marché, pour moi, ne reverra pas de nouveaux plus hauts annuels ou récents tant qu'il n'aura pas comblé ses gaps. Donc je pense qu'on va quand même s'orienter après le rallye actuel, qui peut encore un peu se maintenir, mais je pense qu'on va redescendre dans une zone, on ne parle pas de crack, on ne parle pas d'effondrement, on parle de retracement pour chercher ces gaps. Le premier d'entre eux est à 4174 points, donc je pense qu'on verra cette zone-là, et le deuxième est à 4250 points. Donc je pense que c'est les zones qu'on va revoir, et on voit d'ailleurs ce matin, c'est un élément intéressant, parce que les indices de confiance des consommateurs en Allemagne baissent, confiance en Italie des consommateurs baisse, le confiance des affaires et de l'industrie en France baisse également. Draghi, ses propos ont peut-être
c'était un peu surinterprété. C'est ce qu'a dit Schäuble ce matin sur la question de stimuler un petit peu la demande. Schäuble dit clairement, je connais bien Mario Draghi, et ses propos ont été clairement surinterprétés sur la question des stimuli supplémentaires pour la demande. Donc on va le voir à la prochaine réunion de la semaine prochaine de la BCE, et je pense que si Draghi effectivement adopte un ton un peu plus agressif qu'on a pu le percevoir à Jackson Hole, ça effectivement c'est un argument pour les marchés pour corriger un peu plus. Bon, en tout cas le CAC 40 aujourd'hui à 4388. Stéphane Selutaï, vous partagez la lecture d'Alexandre. Quel est votre scénario pour cette séance et pour la suite ? Oui, je partage en grande partie le scénario d'Alexandre. On vit depuis quelques jours d'un monde idyllique, avec une baisse des tensions géopolitiques, mine de rien. Des marchés américains toujours au plus haut, au zénith, bien que on va leur couper le robinet de liquidité. Tout va pour le mieux. Alors on arrive quand même contre une zone qui est très importante sur le CAC 40, 4400, cette zone-là, avec un bruit de 10 points autour de ce niveau. C'est pour moi le seuil crucial. Je pense quand même qu'on va certainement faire un petit stop contre ce niveau, chercher certainement à reculer un petit peu. Est-ce qu'on arrivera à prendre appui sur des niveaux un peu inférieurs, c'est-à-dire entre 4300 et 4330 pour tenter de nouveau une tentative de débordement de 4400 points? C'est un petit peu mon scénario de ces prochains jours, c'est-à-dire d'évoluer dans une bande d'une centaine de points, entre 4400 et 4300 points. Oui. Donc d'un point de vue stratégique... Ce seuil de 4400 points à partir duquel on pourrait repartir à la baisse, il y a quelques jours, vous nous le fixiez à 4320, 4350, maintenant c'est 4400. Vous l'aurez aussi à chaque fois, Stéphane? Oui, en fait, j'avais deux niveaux, c'est-à-dire 4300-320, vraiment une dégradation très forte, et on pouvait éventuellement avoir un excès sur 4400, qui était vraiment la dernière limite avant vraiment d'espérer un peu mieux, voire un retour peut-être à proximité des plus hauts. Mais comme Alexandre, je ne pense pas qu'on débordera les plus hauts qui ont été faits, sauf vraiment vent hyper favorable, mais je n'y crois pas trop. Donc, pour la stratégie du jour, je pense qu'on peut se permettre de vendre le haut de la zone 4400 pour viser un retracement sur 1365 au minimum. La situation se dégraderait un peu plus sous 4365 points et on pourrait viser 4300-330 points. Et on pourrait racheter éventuellement ou acheter vers 4300-330 pour viser de nouveau un retour vers les 4400 points. Mais je crois que dans les prochains jours, il faut surveiller cette zone. Rien n'est exclu, bien entendu. Et restez prudent parce que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et ça c'est pas forcément hyper bon. Et oui, se méfier du consensus haussier. Merci beaucoup à tous les deux, Stéphane Selutaï, Technibourse.com, Alexandre Baradez, le chef de la stratégie de marché chez IG. On parlera aussi tout à l'heure de Wall Street et du S&P qui a clôturé hier soir pour la première fois au-dessus des 2000 points. On en parlera notamment avec Bernard Hébrand d'Invesco Asset Management. Alors, ça c'était le match des traders. On va continuer à prendre de l'info sur ce qu'ils disaient ce jour alors que ça baisse du côté de l'eurodoll. Moi je suis toujours à la vente sur mon DAX, il bouge plus beaucoup, 17h12. On va voir la planche de la clôture, ce que ça donne. Marché action qui a essayé de s'échapper par le bas, donc il stagne désormais. Alors ouais Alex, si quelqu'un te prend ton pseudo, à mon avis c'est que il a changé une lettre, ça peut être un caractère invisible. Donc bon, voilà, je vais voir. Salut Phil qui nous a rejoint, comment vas-tu? Alors Phil qui partage une vidéo, on va écouter ça. Allez, d'accord. Putain, elle buzz cette putain de vidéo là. Ça me casse la tête. Phil.
Voilà, le reste on avait vu, ok. Il y avait une vidéo de Dom FTF, alors que mardi prochain, mardi soir à 18h, on recevra Eh bien, salut à tous, c'est Dom intéressant d'une interview, on pour FTF Trading. J'espère que tout va bien. Petite vidéo du jour, aujourd'hui le 27 août, mercredi 27 août. Toujours dans les phases de Summer Trading, donc toujours dans des je dirais pas mal de manips, on n'est pas encore dans un cadre où tout le monde est rentré et les choses sont revenues entre guillemets à la normale. Voilà, donc je fais ma petite journée, je clôt ma journée, enfin parce qu'elle est d'une part pas très intéressante et d'autre part j'ai très rarement la session cash US. Donc voilà un petit peu une petite journée vraiment pas très marrante, j'ai vraiment rien fait aujourd'hui, rien d'extraordinaire. Alors hier je parlais dans une vidéo précédente du fait que Jigsaw avait rajouté des limites, comme on le voit là, des limites à 10 de chaque côté. En fait il s'avère que je vous ai dit une petite bêtise, parce que c'est pas Jigsaw qui a rajouté quoi que ce soit, c'est Jigsaw est pas au courant. En effet il y a bel et bien 10 niveaux maintenant, comme on peut le voir sur le 6E. Mais c'est peut-être un changement, puisqu'on parle du 6E, soit du CME, soit ou du provider en question, en sachant que là je suis sur Rhythmic. Voilà, très honnêtement je sais pas. En tout cas on a 10 niveaux de chaque côté, mais voilà, contrairement à ce que je disais hier, il s'agit pas d'un ajout de Jigsaw, mais il s'agit simplement de voilà, quelque chose qui est venu en effet se rajouter de manière naturelle sur Jigsaw. Eux n'étaient pas au courant. Ceci étant, comme je disais, ouais, petite journée, un petit range de 38, un petit peu le même schéma qu'hier où on s'est retrouvé, on va dire, dès le matin à 8h. J'étais un peu tardif ce matin, mais à 8h et quelques avec ce même range. Je pense pas qu'il ait évolué depuis. Depuis c'est pas passé grand chose. Donc ça c'est le genre de journée par contre un petit peu ennuyeuse. Journée en paix, hein, comme on voit là. Fut un temps, lorsqu'on était, la journée était en train de se développer, on avait une époque était là ce matin, donc on avait une double distribution, et puis là on est plus venu au fameux schéma du distribution de volume en paix. Bref, donc voilà, on en est là pour le moment, il se passe pas grand chose. On est à 30 minutes de l'ouverture de la session cash US. Moi je la traite pas, donc je vais sortir de ce trade et ce sera terminé. Et là, la journée, petite journée, rien d'extraordinaire, parce que vraiment, ce fut plutôt calme. Ask volume. Voilà, donc je suis dans un petit trade de rien du tout, en train de remonter, de faire un petit stop suiveur, hein, qui, voilà, je fais ça de manière traditionnelle et conservatrice. Mais bon, je m'attends pas non plus à des mouvements gigantesques. Voilà, donc somme toute, il y a des journées aussi où on s'ennuie un peu plus que d'autres, ce qui est le cas là. Voilà. Donc rien de spécial. Sinon, on a ce matin, on est venu récupérer un petit peu le fameux. On est venu faire un rangement. Alors si mes retracements sont pas, mes LVN sont pas très précises, on peut dire que le mouvement de ce matin, lui, l'a été. Hein, j'ai envie de dire vraiment au point près.
Voilà, donc depuis, il y a eu ce petit rangement-là, et puis pas grand-chose finalement. Donc une matinée bien calme, une après-midi, je sais pas ce qu'elle nous réserve. Je crois qu'il y a, si ma mémoire est bonne depuis ce matin, il y a pas grande news, pas grande annonce, pas grand-chose qui se profile. Donc on va peut-être terminer en ce qui me concerne en tout cas sur des choses pas bien excitantes. Demain il y a pas mal il y a des chiffres US bien entendu, et étant le jeudi, et puis il y a les préliminaires CPI, voilà. Donc il y aura des petites, probablement, j'espère, un peu plus de mouvement, un peu plus de choses intéressantes. Parce que là, très sincèrement, voilà, c'est l'ennui. Donc, une journée ridicule. Et je pense que je vais personnellement plier les gaules, comme on dit là, parce que quand on s'ennuie dans une journée comme ça, on a tendance, enfin en tout cas, on peut avoir tendance à faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement par ennui, et donc à forcer les choses et puis à faire n'importe quoi, enfin, en tout cas à faire des erreurs. Et bon, autant il est honorable de faire une journée minable comme c'est le cas là que de faire n'importe quoi pour faire quelque chose. Et voilà, je crois que si trader c'est savoir ne pas trader, et en ce qui me concerne ce sera fini pour aujourd'hui. Alors je dis ça, s'il faut, on va avoir à partir de 15h30 une session extraordinaire et le marché va prendre 92 points, j'en sais rien, dans un sens ou dans un autre, et j'aurais l'air ridicule, mais voilà, disons quand on y est depuis 8 ou 9 heures le matin, en tout cas 8 heures très certainement, et avant, à faire un petit peu la revue de la journée de la veille, de la session overnight, des news, des annonces, de sa préparation en clair, en gros, en résumé. C'est vrai que bon, quand il s'est vraiment passé grand chose et qu'on a une toute petite journée comme ça, personnellement, je préfère m'arrêter et revenir serein demain, peut-être sur des choses un peu plus dynamiques et intéressantes. Voilà, donc je vais pas en faire des heures pour rien dire. C'était simplement pour faire le bilan, comme quoi il y a aussi des journées, c'était simplement pour dire qu'il y a des journées bonnes, il y a des journées très bonnes, il y a des journées bof comme aujourd'hui. Donc voilà, on finit sur une petite journée. Voilà, et puis comme autant lorsqu'il y a des choses intéressantes à prendre, il n'y a pas, je me porte trop souvent à mon goût, mais à rentrer dans la session US et puis à m'y retrouver jusqu'à 21h, ce qui parfois est frustrant parce que voilà, on a envie de sortir avant, et il se passe souvent des choses sur la close, hein, d'ailleurs. C'est d'ailleurs explicable au travers du travail d'algo qui profite des dernières 15 minutes en général pour fermer des positions. Voilà, mais on arrive souvent donc sur les fins de journée et en tout cas en ce qui nous concerne, à nos heures à nous, et ça fait des journées plutôt longues. Voilà. En tout cas, je vous salue tous, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne continuation, et puis j'espère demain pour des choses un peu plus excitantes. Ciao ciao. Voilà le point réalisé par Dom FTF Trading. Pour ceux qui veulent regarder sa chaîne YouTube, je vous laisse le lien. Et qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ah oui, c'est ça, faut que je regarde. Ouais, donc on approche la clôture, 17h23, dans 7 minutes on aura la clôture, le fixing après pendant 5 minutes. Ça on avait vu...
Le reste, on avait vu. Minutes de volatilité par jour, pas mal, disait Monday Trader. Ouais, bah franchement. On a une belle impulsion. Bon, j'en ai profité. Là pour l'instant, sur mes deux dernières positions, c'est légèrement négatif, mais on reste sur un profit sympathique sur la journée. On va voir comment je négocie ça. Avec la clôture, on peut avoir un peu de mouvement, donc on va suivre avec intérêt. Vivement la BCE la semaine prochaine, que les marchés slash, disait Monday Trader. Effectivement, on aura besoin de nouvelles pour faire bouger les marchés. C'est chiant, ça arrive prochainement. Philippe Béchat qui rentre de vacances, on écoute son point de vue. C'était ce jour au micro de BFM Business. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Et oui, c'est le face-à-face comme tous les jours entre deux hommes en pleine forme, Bernard Hébrand et Philippe Béchat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bernard Hébrand, le directeur de la multigestion chez Invesco AM, et Philippe Béchat, le président des Éconoclastes et membre de la Bourse au quotidien, rédacteur à la Bourse au quotidien. Messieurs, le CAC 40 préserve ses gains d'hier. On a gagné hier plus d'1%, plus de 2% lundi, ça fait 3% en deux séances. On n'avait pas vu ça depuis le début de l'année, Bernard. Est-ce que c'est un bon signal pour la rentrée ? C'est un signal que, à nouveau, la parole de la BCE a porté. J'ai entendu le nouveau ministre de l'économie qui a dit que l'économie, ça peut devenir un magistère de la parole. Le métier de banquier central, c'est pas mal ça. Depuis un discours fameux de 2012, il y a eu des paroles qui ont porté assez fort et visiblement les paroles, même si elles semblaient assez peu claires, qui ont été prononcées par Monsieur Draghi aux États-Unis la semaine dernière, elles donnent l'impression au marché qu'il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont arriver dans les prochains mois. Voilà, il n'a pas exclu de nouvelles actions, de nouvelles mesures si nécessaires en zone euro. Il n'a pas exclu et depuis, c'est vrai que les marchés ne font que monter. On a un marché obligataire qui, lui, se détend encore aujourd'hui. Nouveau plus bas historique pour le 10 ans français. Tiens, je regarde là en direct, 10 ans français en ce moment à 1,24. On est sous les 1,25, on n'avait jamais vu ça. Pareil pour l'Espagne, pareil pour l'Allemagne. Est-ce que, d'après vous, Bernard, ça nous promet a priori un comeback des marchés européens cet automne? Est-ce qu'après un été pluvieux sur les marchés européens, on pourrait espérer un été indien cette fois-ci? Voilà, comme souvent, c'est souvent une question d'horizon d'observation. L'Europe, la zone euro en particulier, faisait beaucoup mieux que le reste du monde depuis un bon moment. Ça y est, on a tout corrigé, on a tout rattrapé et on fait beaucoup moins bien depuis 2-3 mois. À un moment quand même, il faudra bien qu'il y ait des nouvelles, entre guillemets, des vraies nouvelles qui sous-tendent une vraie hausse. On a des progressions de bénéfices sur les marchés, sur les entreprises américaines et d'un certain nombre d'autres régions du monde. On n'en a pas vraiment en Europe. Donc à un moment, il va falloir les voir. Parce que le magistère de la parole de la Banque centrale, il va peut-être finir par se fatiguer à un moment. Oui, il va falloir que les entreprises délivrent elles aussi après avoir plutôt déçu cet été avec les publications du deuxième trimestre. Philippe, même question qu'à Bernard, comment pressentez-vous cette rentrée sur les marchés? Et les marchés européens qui ont sous-performé tout l'été. Oui, on a vu au début de l'été le phénomène de vase communicant bénéficier aux valeurs américaines, puis il y a eu le petit trou d'air du milieu de l'été. En fait, on était full bull, probablement de façon trop univoque. On a corrigé, on fait une nouvelle reprise en V, la énième d'ailleurs depuis l'été 2012, ce qui signifie qu'en fait, quand les robots se mettent à l'achat, il n'y a plus que des acheteurs. Quand d'un seul coup, on pense que le mouvement est un peu épuisé, il n'y a plus d'acheteurs et il n'y a plus que des vendeurs, puis à nouveau plus que des acheteurs. La reprise en V, c'est ça, c'est une inversion totale de la psychologie, alors que fondamentalement, il y a rien qui bouge en sous-jacent, rien. C'est juste qu'on crée de l'animation, on crée de la volatilité. Donc là, on est dans la phase ascendante. Elle est peut-être en train de s'achever aux États-Unis. Vous avez vu hier soir le S&P clôturé à 2000 points et 2 centièmes. Donc pour la première fois.
Oui, la puissance, la précision de la programmation algorithmique est tout à fait extraordinaire. Bon, c'est une nouvelle démonstration de capacité, hein, faut quand même être conscient de ce que ça signifie. Oui. Non, on finit pas à 2000,02 sans que tout ait été parfaitement programmé. Sinon, on finit à 2003 ou 97, mais on finit pas à 2 centièmes de point près. Donc voilà, c'est pour vous dire le contexte. Il reste extrêmement technique, totalement gouverné. Vous êtes resté amoureux des robots tout l'été, Philippe. Mais je suis pas amoureux, c'est le marché qui ne fonctionne que comme ça. Il faut arrêter aussi de toujours me balancer les robots. Le marché, est comme ça. Il est comme ça. Ouais. Je vous parle de la réalité. Moi, je vous parle pas du marché d'il y a 20 ans où on passait ses ordres sur des petits papiers. Moi, je vous parle du marché d'aujourd'hui. Voilà, donc il est comme ça. Donc, et alors, vous disiez, on a un petit essoufflement maintenant à Wall Street, et voilà. L'Europe, au contraire, qui semble redémarrer. Et voilà, et donc, on avait des valeurs européennes un peu sous-performantes, un peu sous-évaluées en relatif, et puis on voit qu'en l'espace de 48 heures, on reprend 3%, avec un cumul de moins de 5 milliards d'euros échangés. Ça veut dire simplement que d'un seul coup, les vendeurs se sont totalement évaporés. Ça y est, c'est fini. La période de consolidation est terminée. Le marché repart dans l'autre sens, il n'y a plus que des acheteurs. Est-ce que derrière, ça veut dire qu'il y a une anticipation d'embellie économique? Ça ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas d'embellie. Peut-être même l'inverse, peut-être même que les investisseurs se disent, bon, la zone euro, de toute façon, elle va se réenfoncer, elle va replonger, et donc la BCE va agir. Exactement. Va nous rapporter des liquidités. C'est exactement ça qui est anticipé. On va droit dans le mur. Il n'y a aucun signe de redressement. D'ailleurs, on voit bien même, on parlait là, quelques instants, du climat des affaires qui se dégrade en France, et surtout le taux d'utilisation des capacités industrielles qui continue de chuter fortement. Ce sont les nouveaux chiffres publiés ce matin ici, qui sont très inquiétants. Ce qui signifie qu'en fait, avant que les entreprises soient contraintes d'embaucher, rien qu'avec les machines dont on dispose, on peut déjà refaire partir la production sans avoir besoin d'embaucher. Pourquoi en est-on là? Tout simplement parce que au départ, on a cru que l'Allemagne allait servir de locomotive à l'Europe, et on s'aperçoit que l'Allemagne est en train de s'essouffler, tout simplement parce que la croissance mondiale elle-même s'essouffle. Donc, comme on ne compte pas sur la demande intérieure, puisque les salaires chutent, et puisque les taux sont au plus bas, ça veut dire que l'épargne des ménages placés sur des instruments obligataires ne rapporte rien, donc c'est la double peine pour les classes moyennes, et pour la croissance mondiale dont on espérait qu'elle allait éventuellement tirer nos exportations, eh bien cette croissance mondiale n'est pas non plus au rendez-vous. Bon, donc pour vous, cette hausse des marchés actions européens, c'est du feu de paille. Évidemment, tout va dépendre aussi de la crédibilité de certains pays. On pense à la crédibilité de la France. On est en train de retrouver cette crédibilité, de la renforcer, Bernard Hébrand, avec ce remaniement gouvernemental, l'arrivée d'un nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui succède à Arnaud Montebourg. C'est presque un swap, hein, comme on dit dans les salles de marché, un swap entre les deux. Cette arrivée d'Emmanuel Macron, c'est forcément un plus pour la France pour la suite? Il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires sur les marchés financiers. Il y a une chose qui est claire, c'est que le nouveau gouvernement annoncé n'a eu absolument aucune conséquence sur les taux d'intérêt, ni en positif ni en négatif. L'écart de rendement entre les taux français et allemands n'a pas bougé. D'ailleurs, il est à peu près au plus bas niveau qu'on ait connu sur les 3, 4, 5 dernières années. Rien de nouveau de ce côté-là. Donc pour les marchés obligataires, c'est un non-événement. Non-événement. Est-ce que pour les investisseurs, malgré tout, c'est un événement qu'il faut surveiller? La France, dont on doutait de sa capacité à mettre en œuvre les réformes, là, on sait que la politique pro-entreprise va être menée à bien jusqu'à 2017. Il y aurait pu avoir un petit risque si Arnaud Montebourg était resté, avec en plus ce virage qu'il voulait commencer à mettre en œuvre. Là, on a vraiment l'affirmation qu'on ira au bout des réformes déjà annoncées. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'autres, mais au moins celles qui ont été annoncées iront à leur terme. Il faut garder en tête que le marché obligataire, les emprunts d'État français, les gens sont obligés d'en acheter quasiment. C'est un des plus gros marchés obligataires du monde. Derrière les États-Unis et le Japon, et en zone euro, vous tombez tout de suite, si vous voulez des obligations d'État de la zone euro, il faut acheter des obligations des OAT françaises. Alors, réforme ou pas réforme... Donc c'est par défaut que les marchés achètent de la dette française. C'est assez marginal. Il faudrait vraiment une espèce de cataclysme annoncé par un gouvernement pour qu'on fasse machine arrière et que les écarts de rendement augmentent à nouveau. Tant qu'il n'y a pas ce cataclysme qui a pas l'air de se profiler tout de suite maintenant, les écarts de rendement ils restent très très faibles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, à nouveau comme avant 2008, les rendements de tous les pays de la zone euro sont en train de reconverger. Vous pouvez regarder, et gouvernement ou pas gouvernement nouveau, vous pouvez regarder le Portugal, l'Espagne, l'Italie, même la Grèce, etc., qui reviennent à des niveaux d'écart de rendement très très faibles. Voilà, l'histoire est finie. 2008-2012, c'est terminé. On revient à
2006 ou 2007. Oui, grâce à la baguette magique, à la parole magique surtout de Mario Draghi. Pour le moment, il n'a pas donné tellement de coups de baguette pour le moment. Il a juste dit qu'il en donnerait un s'il fallait. Voilà, s'il fallait. En plus, quand même, des mesures qui, elles, commencent à être mises en œuvre. Sur le nouveau gouvernement français, Philippe Béchade, vous estimez que ça peut changer la donne sur la vision qu'ont les marchés de la France, de la trajectoire française ? Non, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Bernard. On a une sorte c'est déjà pas si mal. Au moins, on va poursuivre sur la même trajectoire. Oui, alors qu'il y avait des doutes là-dessus, sur la capacité de la France à mener à bien ces réformes. Il y avait surtout un hiatus potentiel entre la France et l'Allemagne, donc ça les marchés aiment peut-être pas trop. Maintenant il y a une continuité. Aujourd'hui on a Emmanuel Macron, du temps de Sarkozy on avait François Peyrolle issu de Rothschild. Bon, Rothschild on les retrouve presque de façon historique à l'Élysée. À Matignon c'est plutôt Lazare, de temps en temps on saupoudre un petit peu avec du JP Morgan ou du Goldman Sachs. Donc là aujourd'hui c'est clair. Bon voilà, on a véritablement on va dire que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, la ligne, c'est celle qui est déterminée par Bruxelles. Alors maintenant, est-ce que cette ligne est pro-entreprise ou pas? J'ai jamais vu qui que ce soit dire qu'il était contre les entreprises. On peut être autant pro-entreprise qu'on veut, s'il n'y a pas de débouchés, s'il n'y a pas des clients pour acheter les produits, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Aux États-Unis, d'ailleurs, les entreprises ont fait ce constat, il n'y a pas de débouché mondial. D'où cette vague extraordinaire de fusion-acquisition et de délocalisation des sièges sociaux, le dernier en date Burger King, pour améliorer les résultats, distribuer plus de dividendes sans avoir une amélioration des résultats. C'est simplement en économisant sur la facture fiscale. On en est quand même à ce genre d'expédient. Et comme je disais en France, vous pouvez être autant pro-entreprise que vous voulez, s'il n'y a pas de débouché, de toute façon, les entreprises feront ce qu'elles font toutes à l'échelon international, c'est-à-dire qu'elles délocaliseront et elles ne seront plus quelque part que des assembleurs. Il y a une toute petite différence entre les entreprises françaises basées en France et les entreprises américaines, c'est que les entreprises françaises sont davantage imposées, davantage taxées. Donc là-dessus, il y a une marge de manœuvre que n'ont peut-être pas les Américains. Mais c'est faux. Vous le savez, le taux d'imposition moyen des valeurs du CAC 40, il est comparable, allez, on va dire à la décimale près, au taux d'imposition que connaissent la plupart des multinationales anglo-saxonnes. Alors c'est vrai que sur le papier, on a un taux d'imposition écrasant, qui n'est d'ailleurs pas guère supérieur à celui des États-Unis, je le précise. Donc, dans les faits, les entreprises françaises, les multinationales, ne payent pas plus d'impôts que leurs concurrentes de gabarit international. Malgré tout, je ne sais pas si vous avez lu la note d'Exane BNP Paribas publiée ce matin. Pour BNP Paribas, la politique pro-entreprise qui va donc être menée à son terme, les réformes déjà annoncées vont être menées à leur terme. Cette politique va permettre aux mid-cap, par exemple, de retrouver de la performance, d'augmenter leur marge. Est-ce que vous êtes d'accord, Bernard, ou est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est un feu de paille, parce que de toute façon, tout dépend de la demande? Bon, alors sur les mid-cap, il y a un fait. On peut avoir effectivement un beau parcours qui vient, simplement parce que ça a été très mauvais sur les derniers trimestres. Les mid et small cap ont fait beaucoup moins bien que les grandes valeurs depuis quelques mois. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quel que soit le remaniement du gouvernement et ce nouveau ministre de l'économie qui arrive, les mid-cap peuvent repartir de l'avant. Si on attend juste un retour à la moyenne, oui. Et puis il ne faut pas oublier un ou deux petits facteurs un peu spécifiques. Vous avez un certain nombre de valeurs qui, grandes ou mid-cap, sont recherchées depuis un moment sur les marchés financiers. Et on peut penser en particulier à un certain nombre de valeurs d'immobilier, des foncières, etc. Et il y en a beaucoup dans les mid-cap. C'est un peu par hasard, il y a quelques grandes, mais il y a aussi beaucoup de mid. Et ça peut, ce genre de phénomène un peu sectoriel peut permettre de tirer les petites et moyennes capitalisations vers le haut. Oui, Pourquoi l'immobilier, pourquoi le foncier? C'est simple. Donc déjà, ça c'est absolument pas rationnel, mais ça rassure tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, ça donne du dividende. Vous savez que les sociétés foncières et beaucoup de valeurs immobilières sont obligées de distribuer l'énorme majorité de leurs bénéfices en dividendes. C'est une obligation fiscale pour bénéficier du statut qu'elles ont. Et vous avez beaucoup de gens dans le monde, beaucoup d'investisseurs partout dans le monde qui ont besoin de dividendes. Et ils n'en trouvent pas sur les marchés obligataires où ils le trouvaient pendant des décennies. Ils le trouvent pas à beaucoup d'endroits et ils vont le trouver maintenant sur certaines valeurs, dont les foncières, effectivement. Voilà, c'est une idée pour la rentrée, un secteur sur lequel pourquoi pas miser, parier en bourse. Philippe, vous suivez l'argument
Tiens, j'ai oublié son nom. Bernard. Yes. Désolé Bernard. Un petit truc. Oui, là, on est Les foncières, vous misez dessus? On est sur la même longueur d'onde. Alors je mise pas dessus spécialement parce que bon, moi je suis pas d'abord gérant, je suis juste observateur. Les foncières se sont toujours payées cher. Faut pas non plus dire que c'est le secteur décoté. Oui, il y a effectivement un gros rendement sur les foncières. Si derrière les foncières, au travers des foncières, on pouvait avoir un élan de mise en chantier, de construction, oui, là, ça serait vraiment le cercle vertueux, parce que on aurait en plus de ça de la création d'emplois. Là, véritablement, le secteur du BTP et du BTP habitation, là c'est vraiment un réservoir formidable d'emplois potentiels, à condition que ça fasse effectivement travailler des Français et qu'on n'assiste pas à nouveau à une spécialisation où on fait appel à des main-d'œuvre provenant de divers pays d'Europe et où les Français finalement n'y trouvent guère leur compte. Voilà, donc ça peut créer des emplois, mais ça ne fera pas forcément baisser le chômage en France, mais soyons optimistes. Ni monter le cours de bourse des foncières, c'est votre message. Alors pour moi, le cours des foncières montera tout simplement parce qu'effectivement il y a cet effet de recherche de rendement et de dividendes. Et si je peux me permettre une toute petite parenthèse sur le rendement, beaucoup de gens s'interrogent, mais pourquoi refinance-t-on la France à un taux négatif? En fait, ceux qui achètent des emprunts et qui en achètent depuis même le sommet des rendements de crise qu'on avait obtenu, auquel on était parvenu à l'automne 2011, ils achètent tout simplement parce que eux, ils ne cherchent pas véritablement de rendement. Ils pensent simplement que cet argent placé vaudra plus cher demain. Il vaudra mieux demain. J'achète à 100 en espérant vendre à 100.5, voire 101 dans un mois. Donc peu importe que le rendement soit ou non négatif, tant que j'ai l'espoir qu'il y a du potentiel, que les banques centrales sont derrière la roue, on achète. Mais le jour où on se dit que le phénomène est arrivé au bout, à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir de plus-value et il n'y a surtout aucun rendement qui peut justifier d'en acheter. Donc je veux dire que là, s'il y avait un retournement sur l'obligataire, ça pourrait être très sévère. Alors justement, quelle allocation, si on regarde les choses de façon un peu plus globale, Bernard Hébrand, entre les actions et les obligations, qu'est-ce que vous privilégiez? Et sur les actions, quelle zone? Est-ce qu'il faut se renforcer sur l'Europe après l'été pourri ou il faut rester sur les États-Unis, sur les émergents? Bon, déjà, la répartition entre des actions et des obligations, il faut garder en tête ce qui vient d'être dit, c'est important. Plus le temps passe et moins il y a de rendement sur les obligations. Le petit détail technique, c'est que une toute petite hausse des taux d'intérêt, ça ferait une plus grosse moins-value sur vos obligations. Donc, en fait, le niveau de risque des obligations augmente de plus en plus au fil des années. Ça, c'est plus on a l'impression que c'est sûr, plus en fait ça devient risqué ces choses-là. Et puis sinon, si on regarde les actions, c'est vrai que les émergents, ils ont eu beaucoup de mal depuis ces dernières années sur les marchés financiers. Ils sont en train de faire un beau comeback très récent en fait. Et pour nous, il reste pas mal de chemin à parcourir de ce côté-là. Donc c'est le début d'un vrai comeback des émergents. Sur un certain nombre de régions, on a beaucoup de facteurs qui nous font penser à ça. En termes de croissance des bénéfices des sociétés, effectivement, c'est quelque chose qui est assez clair, en particulier sur l'Asie. L'Asie, l'Amérique latine aussi qui revient fort là. Alors l'Amérique latine, ça revient fort pour des raisons très très différentes. Et là, c'est très basé sur des espoirs, en particulier au Brésil. Vous savez, politique sur les élections, et tout le monde attend beaucoup de ce nouveau gouvernement qui n'est pas encore élu, ni nommé, ni connu, mais on est persuadé que ça va être très très bien. À suivre dans un peu plus d'un mois, ces élections au Brésil, ce sera début octobre exactement. Merci beaucoup Bernard Hébrand, le directeur de la multigestion chez Invesco AM, et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes, est avec nous tous les mercredis de retour de vacances. On est ravis de vous retrouver. Ok, le point donc de Philippe Béchade sur l'évolution des marchés. J'ai fermé une partie de ma position sur le DAX, il en reste une petite partie. Également toujours ma vente sur le Dow Jones. On va faire le bilan de cette journée, ce sera fini pour moi. Alors restez connectés, en tout cas restez dans les parages puisque de nouvelles vidéos arriveront, notamment une nouvelle dans la soirée. Sur la journée, une bonne journée, plus 0,24%, c'est bien. 219 € de profit, c'est bien. 49,40 points de gain, c'est bien. 9 trades clôturés ce jour, 88% de trades gagnants. Donc sur la semaine, ça fait un profit de 0,38%. Moi, je vise 1% de profit sur la semaine, donc pour l'instant, je ne suis pas dans les clous. Mais bon, je vise à titre indicatif, je ne vais pas me forcer à prendre des trades, etc. Voilà, on verra, c'est la fin de la semaine, on a réalisé 1% de profit. Le compte affiche actuellement moins 6,74%. Donc on réduit
l'exposition doucement, mais bon, on verra si on parvient à faire une bonne, un bon mois de septembre. Ça peut assez facilement être un mois à 4%. Eh bien, on sera très proche du point d'équilibre et on repartira ensuite de l'avant. Après un mois d'août difficile, comme on le voit ici, avec un mois d'août qui représente moins 9,11%. Et donc sur l'ensemble de l'année, depuis l'ouverture du compte, moins 6,74%. Malgré tout, on est positif en termes de points sur le mois d'août, c'est ça qui est le plus surprenant. Mais négatif en termes d'argent, donc là il y a une mauvaise gestion, des mauvais choix en termes de gestion du risque et d'allocation du risque par rapport aux positions. Sur le mois d'août, j'ai quand même 75% des trades gagnants, et pourtant la perte est tout à fait conséquente. 834 trades depuis l'ouverture du compte avec 64% de trades gagnants pour 36% de trades perdants. 90,62€ mon gain moyen, 180€ ma perte moyenne. Donc cela compense le nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants. J'ai généré 7163€ de commission, ce qui correspond à plus de 7% de mon capital initial. Mes trades durent en moyenne 8h43 avec un partage de profit de 0,88. Voilà, donc il reste une position en cours. Alors tout n'avait pas été pris en compte, il faut que je mette ça à jour. En fait le profit de la journée est un peu plus que 0,24. Enfin, ce sera mis à jour très rapidement, mais ça ne change pas fondamentalement les choses. Vous pouvez suivre les résultats de ce compte à tout moment, quand sur le lien mes résultats et MAM, je vous mets également le lien vers ce suivi de compte sur le chat écrit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer sur le chat écrit. Félicitations Fab, c'est la vente, 75% de gagnants en août. Disait Bang Bang, oui, je sais pas, c'est à la vente, j'en sais rien. T'as les détails sur le suivi du compte Bang Bang et voilà, 75% de trades gagnants. Globalement, j'ai plutôt tradé à la vente sur le dos. Mais voilà, on voit qu'avec beaucoup moins de trades gagnants, on peut perdre beaucoup. Donc après, c'est une question d'allocation du risque et de gestion. Ça, on avait vu. Sers-toi de tes erreurs du passé, disait Monte. Merci, grand maître sage, grand sage. Toujours les gens qui viennent me donner des conseils, ça me fait toujours rire. Que je connais pas, que j'ai jamais vu, et qui sont en anonyme sur internet. Poutou qui disait t'es meilleur en ID comme swing. Laisse pas traîner ta position sur le DAX Fab, disait Monde de Trader. Oh si, je la laisse traîner. Position de 5€ du point. C'est vrai, ils sont pas pessimistes dans cette émission. Une spéculation, une journée de folie, plus 10 points, disait Poutou. Bah dans l'ensemble, il n'y a pas eu de gros mouvement, hein, donc c'était pas évident de dégager du profit, donc si t'as pris 10 points, c'est déjà bien, tant mieux pour toi. Le DAX est coincé dans 20 points depuis 1 heure, disait Poutou. Pas de volatilité, égale je me fais chier, égale raconte des conneries. Ok. Ça on l'a vu. Grand maître chinois de Paris, disait Bang Bang. Avec disait Fab, peut-on vendre nos signaux via MyFXBook? Oui, tu peux pas les vendre, mais tu peux participer à leur programme qui s'appelle AutoTrade. Donc je te montre comment tu fais, Alex, et où tu vas trouver des informations à ce sujet. Donc tu vas sur MyFXBook, voilà, qui apparaît ici, et tu vois, tu as AutoTrade. Donc tu vas sur AutoTrade. Si tu veux découvrir, tu cliques directement sur AutoTrade, ça va t'afficher voilà, les fournisseurs de signaux, comment les suivre, etc. Il y en a 32 actuellement. Et tu peux aller dans AutoTrade Fac, donc les questions qui reviennent régulièrement. Donc tout est expliqué, également les critères pour devenir fournisseur de signaux. Tu peux vérifier ton compte s'il respecte les critères exigés. Voilà, donc je te laisse le lien, Alex. Ok, c'est tout pour moi, bonne soirée, et je vous retrouve demain après-midi pour une session de trading, on est déjà jeudi. Allez.